Le secteur de la santé, quelle est la qualité de soins de santé en RDC? Parmi les réponses plausibles à ces questions, on citerait le faible engagement historique de l'État, l'important retard de technologie, le manque de matériel adéquat et de motivation, ainsi que la pauvreté traduite par la détérioration des conditions de vie de la population. Pour moi, la qualité de soins de notre pays n'est pas à la hauteur. Car aujourd'hui, je peux avoir l'argent pour assurer, par exemple, le traitement de mon enfant, mais les tracasseries feront en sorte que je nous tienne gain de cause. Les médecins congolais se préoccupent de l'argent en premier lieu et les soins viennent par la suite. En cas de manque d'argent, c'est la désolation et l'abandon. On se souviendra que c'est en 1984 qu'a été définie la politique nationale de la santé en RDC, qui sera révisée en 2001. Son but, promouvoir l'état de santé de la population en fournissant un paquet de soins de qualité globale intégré et continu avec la participation de la population dans un contexte de lutte contre la pauvreté. Mais aujourd'hui, la situation sanitaire au Congo ne semble pas s'améliorer, notamment avec un faible taux d'utilisation de services de santé. Ce qui pousse les familles à expédier leurs malades vers l'Inde, c'est la carence de matériel censé aider les médecins à assurer leur traitement. Nos médecins sont en mesure d'assurer notre traitement. C'est plus le manque de matériel adéquat qui pose problème. Les médecins se disent compétents et même prêts à prendre en charge tous les cas qui se présentent, mais les malades doivent atteindre les centres de santé à temps. Le personnel médical est, pour la plupart des cas, ce sont des personnes bien formées dans des institutions, que ce soit locales, des institutions étrangères. Elles ont la capacité de prendre en charge la plupart des malades, la plupart des cas qui arrivent. Beaucoup de gens qui vont à l'étranger, c'est parfois pour des caprices en fait, c'est parfois des caprices personnels, parfois c'est lié à de la publicité gratuite par rapport à ces institutions, alors que nous ne sommes pas démissionnaires de la plupart des cas qui nous arrivent. Nous pouvons très bien les prendre en charge, peut-être pas à l'intérieur du pays, mais dans la ville-province de Kinshasa, la plupart des cas peuvent être pris en charge. La santé est déterminante pour le développement de la RDC. Pourtant, beaucoup reste encore à faire afin d'atteindre les objectifs assignés par le pays et être au rendez-vous du millénaire. Le docteur Aimé Lokulutu, il est spécialiste en santé publique de l'Université de Londres. Avec lui, nous allons parler de la qualité de soins de santé en République démocratique du Congo. Bienvenue dans Check-up, docteur. Merci beaucoup. Docteur Lokulutu, le taux de décès est-il élevé ou bas dans les hôpitaux de la République démocratique du Congo en général et de Kinshasa en particulier? Pour pouvoir répondre à cette question, il faudrait d'abord au préalable qu'il y ait des données qui existent, c'est-à-dire qu'on soit en mesure de dire par rapport, dans chaque formation médicale, le nombre de patients qui sont enregistrés, qui sont hospitalisés et sur l'ensemble, combien sont décédés. Et jusqu'à ce jour, selon les recherches que nous on a eu à faire, on n'a pas encore trouvé un tel document. Mais nous pouvons estimer, par rapport peut-être aux cas qui se présentent, on peut dire qu'il y a quand même un nombre élevé de décès, surtout liés à des maladies qu'on peut normalement soigner. Et sur le plan général, quel est l'indice de mortalité en République démocratique du Congo? L'indice de mortalité, il faut que nous puissions prendre des mesures, c'est-à-dire que tout le monde utilise pour comparer leur évolution. À savoir, par exemple, le taux de mortalité des enfants qui ont moins de 5 ans, par exemple. Là, c'est un des éléments des MDGs. Et je pourrais dire, en 1990, selon les données que nous avions à notre disposition, on était pour 1000 naissances, on avait 181 décès. Et à ce jour, nous sommes pour 1000 naissances, nous sommes à 168 décès. Et l'objectif du millénaire, c'est-à-dire en 2015, notre objectif, c'est d'atteindre 61 décès. Et vous voyez qu'on constate qu'il y a eu quand même une évolution, c'est-à-dire une régression, mais
pour le temps qui nous reste, apparemment, nous n'atteindrons pas le chiffre de 61. Ce que veut dire que beaucoup reste encore à faire. Oui, il y a encore du travail, des améliorations à faire, mais nous sommes déjà dans la bonne voie, je peux dire. Comment jugez-vous la qualité de soins dispensés dans nos hôpitaux en République démocratique du Congo? En toute objectivité, en tant que citoyen congolais, je dirais qu'il faut d'abord faire la stratification parce que nous avons des filières. Nous avons la filière privée, les formations médicales privées. Et dans les formations médicales privées, nous avions aussi celles de grandes catégories où il y a une certaine qualité de soins qui est administrée, c'est-à-dire les infrastructures, les médicaments, le personnel, les médecins offrent une certaine qualité de service qui permet de résoudre les problèmes de santé pour les personnes qui partent là-bas. Et toujours dans les mêmes privés, nous avions encore une autre quartier, ce qu'on appelle par exemple les ligablos, les différentes formations médicales qu'on voit au niveau de la cité, dont la qualité de soins laisse vraiment à désirer et à laquelle la grande partie de la population est exposée. Et puis nous avions le secteur public, là où nous avons les hôpitaux du gouvernement. Et là aussi, il y a un grand problème parce que nous constatons qu'aujourd'hui, pour être bien soigné, la plupart des personnes, il faut connaître un médecin là-dedans. Et il faut le dire aussi qu'en termes de qualité de soins, nous avons certes du personnel qualifié, mais qui n'est pas toujours motivé. Ce qui fait que parfois on voit dans les différentes salles d'urgence, les patients s'entassent et le personnel n'est pas toujours disposé à apporter les soins. Pas seulement ils ne sont pas motivés, mais aussi parce que la population aussi doit payer de sa poche. La population n'a pas souvent les moyens pour payer les soins. Très souvent, on voit un patient qui arrive, il doit payer une consultation peut-être à 25 000 francs congolais, et puis il y a le laboratoire qui doit venir, et puis les médicaments, et la plupart du temps, les gens sont limités. Donc, on doit dire que lorsque les gens meurent, c'est à cause du coût exorbitant de l'hospitalisation ou des médicaments qui coûtent cher, ou bien c'est un manque d'expertise quelque part? Non, il y a toute une chaîne de paramètres. Il faut déjà, par rapport au niveau à la population, s'il faut analyser ça, quand est-ce que la personne s'amène à l'hôpital? Si je dois parler de la population en général, la plupart des gens traînent d'abord avec leur maladie à la maison. Ils commencent d'abord par aller dans une formation médicale de proximité, où on va soit diagnostiquer un paludisme, fièvre typhoïde ou bien amibe. Alors peut-être c'est un autre problème. La personne va traîner dans cette formation médicale privée. Et puis quand le cas se complique, on le transfère vers une formation médicale peut-être publique qui a plus de spécialités. Et là, la personne arrive, n'a plus peut-être les ressources nécessaires pour faire face au coût. Lorsqu'on lui demande de payer la consultation, il peut peut-être payer ça. Les examens de laboratoire qu'on demande, c'est à compte-gouttes, c'est-à-dire ils choisissent peut-être certains examens pour faire. Et même quand on fait la prescription médicale, ils ne sont pas en mesure de payer le médicament. Ou bien même s'ils payent le médicament, ils ne le payent pas à temps. Ce qui fait que ce sont des facteurs qui peuvent justifier peut-être les décès qu'il y a. Ça, c'est par rapport à la population. Par rapport aussi maintenant aux médecins et aux autres personnels soignants, il y a des bons médecins, il y a des médecins qui ne sont pas aussi très bons, si parfois, par rapport à la prise en charge ou bien par rapport même à la formation qu'il y a. J'ai dit qu'il y a un ensemble de paramètres qu'on doit prendre en considération parce qu'il y a beaucoup des universités aussi aujourd'hui qui existent, qui forment des médecins, mais maintenant, quelle est la qualité de prestation que ces médecins sont capables de délivrer? Donc, il y a le personnel, il y a aussi le plateau technique. Vous verrez peut-être quelqu'un qui a fait un accident de trafic routier, il a eu un choc au niveau de la tête, il faut faire un scanner. Mais il n'y a pas de scanner dans cet hôpital. Ou bien on part à l'hôpital, ou bien aux cliniques universitaires, on vous dit qu'il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant, et puis il faut chercher la personne qui peut allumer le groupe électrogène. On veut allumer le groupe électrogène, il n'y a pas de carburant. Et vous-même, les patients, vous devez aller acheter du carburant. Et quand vous êtes aux cliniques universitaires, vous devez aller au rond-point Gaba, vous devez passer par l'intendance ou bien par la route de l'université. Il y a des embouteillages. Bref, vous revenez peut-être 4 à 5 heures après. Et entre-temps, la santé de quelqu'un qui se détériore, c'est comme une maison qui prend feu. C'est-à-dire le feu ne va pas attendre les sapeurs-pompiers, il continue à évoluer. Ce qui fait que la prise en charge est différée et le cas est beaucoup plus compliqué que quand il était arrivé. Donc il y a tout un mélange de facteurs qui justifie cela. Donc si je vous comprends bien, le problème c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Que ce soit le malade, que ce soit dans les hôpitaux, il y a toujours des problèmes qui peuvent faire à ce que la personne puisse vite décéder, c'est ça? Oui, c'est-à-dire la population, les infrastructures médicales et même au niveau de la gestion même de la santé dans le pays. Quand il y a par exemple grève des médecins, moi je donnerai un exemple, moi mon père est décédé pendant qu'il y avait une grève de médecins en 2009. Et je reviens en 2010, la même date, il y a encore une grève de médecins. Donc vous voyez que ça n'a pas de sens. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'argent on ne manquait pas d'argent pour acheter des médicaments, il ne manquait pas de médecins pour prendre en charge, mais il y avait un problème systémique, c'est-à-dire lié au système. Il y avait grève des médecins.
et après qu'on ait payé les médecins, est-ce qu'on a ressuscité tous ceux qui étaient décédés? Non. On est à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup des hôpitaux publics, il y a des privés, il y a également des centres de santé. Qu'est-ce que vous conseillez au fait à tous nos téléspectateurs, à tous les Congolais qui sont en train de nous suivre? Lorsqu'ils sont dans un cas où ils sont malades, où est-ce qu'ils doivent partir? Dans un centre privé, parce qu'il y a un médecin qui vous suit à la loupe, ou bien vous pouvez partir dans les hôpitaux publics? Moi, je parlerai de mon cas, c'est-à-dire si aujourd'hui il y a quelqu'un a un problème de santé, je le recommanderais, c'est la triste réalité, il faut, dans la plupart des cas, connaître un médecin. Ça, c'est même nous-mêmes, médecins, lorsque nous partons avec des membres de nos familles dans des formations médicales, tu ne peux pas le laisser à l'aveuglette comme on le fait quand on part en Europe où votre femme va accoucher ou bien votre enfant est malade, vous le laissez à la disposition de l'hôpital. Non, vous devez être là, vous devez essayer d'identifier un confrère et vous lui dites que voilà, ça c'est un membre de ma famille et vous vous organisez pour assurer un suivi particulier. C'est ça parfois la triste réalité. Je peux me tromper parce que je me base que sur ma propre expérience et ce que je vois autour de moi, mais c'est malheureusement la plupart de fois ça la réalité, surtout dans les formations médicales publiques. À une certaine époque, les gens venaient ici en République démocratique du Congo pour se faire soigner, mais aujourd'hui c'est le contraire. Les personnes préfèrent, les malades préfèrent aller se faire soigner en Inde ou en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui justifie cela? Bon, je peux dire c'est comme si autrefois notre pays disposait des machines à écrire et que les autres pays n'avaient pas de machines à écrire et qu'entre-temps ils ont eu des machines à écrire, ils ont maintenant des ordinateurs et nous avons gardé des machines à écrire. Donc il y a quand même une forme d'évolution, c'est-à-dire sur le plan des infrastructures et sur le plan des ressources humaines, c'est-à-dire les médecins, les infirmiers, les laborantins. Donc tout évolue. Mais chez nous, au Congo, l'évolution se fait par poche. Nous voyons des cas isolés des médecins qui font des efforts personnels pour améliorer leurs compétences, leur plateau technique, leur équipement, mais ce n'est pas quelque chose qui est généralisé. Mais comme ce sont des individus, ils sont limités. Mais par contre, dans d'autres pays tels que l'Afrique du Sud, ou bien le Kenya, ou bien le Maroc, ou bien l'Inde, on constate que c'est une vague généralisée, c'est-à-dire les infrastructures évoluent avec la technologie, les médicaments. Mais ici, chez nous, vous verrez par exemple à la faculté, le même cours qu'on dispensait en 1980, c'est le même cours qu'on dispense maintenant, le même syllabus. Mais nous avons des médecins en Afrique du Sud, des médecins congolais qui prestent en Afrique du Sud. Est-ce qu'on doit dire qu'ils sont aussi compétitifs que les Sud-Africains qui sont là? Parce qu'il y a même des médecins qui quittent Kinshasa pour aller consulter en Afrique du Sud. On doit dire que leur niveau est assez élevé que les autres qui ne consultent qu'ici ou pour ceux qui sont de l'autre côté en Afrique du Sud. J'aimerais préciser, ici, les médecins, on a le potentiel, c'est-à-dire qu'on donne aux mêmes médecins, ici au pays, les mêmes opportunités, ils pourront délivrer les mêmes résultats parce que ce sont, derrière la plupart des cas, des médecins congolais qui soignent là-bas. Donc, ils ont ce potentiel, il y a cette capacité d'apprendre et de s'adapter. Donc, c'est ça qui fait qu'ils peuvent donner des meilleurs résultats par rapport à celui qui est resté ici, qui ne dispose pas, par exemple, d'une imagerie par résonance magnétique, qui ne dispose pas d'un scanner qui fonctionne de façon appropriée, qui ne dispose pas des automates pour faire des examens de laboratoire. Donc, vous voyez que celui qui dispose de tous ces équipements peuvent poser un meilleur diagnostic par rapport à celui qui doit travailler, par exemple, avec une torche quand le courant part dans son hôpital. Vous êtes dans une clinique et il y a des femmes qui pleurent en s'exclamant que si notre frère ou notre père est décédé, c'est parce qu'il n'a pas bien été pris en charge. Vous êtes médecin, vous aviez travaillé dans les hôpitaux ici à Kinshasa, vous travaillez dans les hôpitaux de Kinshasa. Est-ce que vous aviez déjà eu à commettre une erreur professionnelle jusqu'à perdre vos patients? Bon, si j'avais commis des erreurs professionnelles, bon, j'aurais été peut-être radié de l'ordre de médecin. Bon, si je suis encore là, c'est qu'à mon actif, à moi, il n'y a pas de faute professionnelle. Mais ce que je peux dire, que les erreurs thérapeutiques, les fautes professionnelles, ça existe. Est-ce que parfois c'est volontaire? Je ne crois pas qu'un médecin puisse quitter chez lui avec l'intention de tuer. Mais parfois, il peut arriver que les médecins expérimentent des limitations. Limitations en termes de connaissances, en termes de compétences. Et parfois, on ne sait pas toujours à quel moment il faut transférer auprès d'un confrère. Donc, ça peut arriver, oui, et ce sont des choses qui arrivent partout, pas seulement en RDC, mais dans d'autres pays. Mais dans d'autres pays, c'est limité parce qu'il y a un regard, il y a un suivi. Lorsqu'un enfant meurt, on doit savoir pourquoi il est mort. Lorsque quelqu'un
quelqu'un peut-être qui était entré avec un problème qui était assez simple, mais que son cas se détériore parce qu'il attrape peut-être un paludisme à l'hôpital, ou bien peut-être il attrape une infection, ça plaît s'infecte. On doit se demander, mais pourquoi? Parce que tout ça, ça fait partie. Mais lorsqu'il n'y a pas de suivi de ce côté là-bas, c'est ainsi qu'on ne sait pas toujours documenter les fautes professionnelles, parce que lorsqu'on doit parler de fautes professionnelles, il y a des implications médico-légales, et il faut que ce soit documenté. Mais oui, dans la pratique, nous voyons parfois des erreurs qui peuvent se produire. Parfois, elles sont fatales. Mais comme nous sommes dans un système qui n'arrive pas à permettre de faire le suivi, bon, ça passe comme ça. Parfois, il arrive qu'un médecin, il ne travaille pas pendant 5 ans, mais quand il revient, bon, normalement, il doit subir un recyclage. Dans d'autres pays, comme par exemple en Angleterre, tu dois suivre un certain nombre de crédits de formation continue pour préserver ton numéro d'ordre. Mais ici, nous voyons des médecins, il part en vacances ou bien il fait toute autre activité. Il revient pour des consultations. Il revient, il travaille directement. Or, il faudrait quand même une phase de recyclage, de réinduction, de mise à jour pour être confortable avec les patients. Docteur Aimé, vous êtes spécialiste en santé publique. Vous aviez eu à apprendre en dehors du pays, en dehors de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à la médecine congolaise? Ce que je reproche à la médecine congolaise, je dirais de façon généralisée qu'il y a la majorité des professionnels de santé n'ont plus vraiment cette conscience professionnelle. Il est vrai que nous sommes dans un contexte très difficile, mais je pense que lorsque on prend cette responsabilité de gérer des vies des gens, on doit le faire avec tout le sérieux, quel que soit le contexte dans lequel on se retrouve. Parce que je l'ai dit, par exemple, pour les grèves, lorsqu'on fait, on est tous médecins, on veut tous améliorer nos conditions de vie, mais je pense qu'en tant que citoyen congolais, lorsqu'on fait, par exemple, des grèves où on vide les hôpitaux et que par après le gouvernement peut-être procède à une majoration de notre prime de risque, mais les patients qui sont décédés, on ne va pas les ressusciter. Ce sont des Congolais. Si peut-être j'étais un médecin chinois ici, ça ne me ferait rien que des Congolais, mais j'en ai des Congolais. Je crois que c'est cette absence, je ne dirais pas absence de conscience, mais elle s'est peut-être un peu émoussée. Et il faudrait, de part et d'autre, et des professionnels de santé et du gouvernement, qu'on puisse voir comment toujours permettre aux médecins et aux professionnels de santé d'être dans de bonnes conditions pour travailler. Parce que celui qui ne sait pas payer son loyer ne sera peut-être pas disposé à travailler convenablement. Celui qui a lui-même un enfant qui est malade ne saura pas travailler convenablement. Celui qui ne sait pas payer le minerval de son enfant ne saura pas travailler convenablement. La population pense qu'en République démocratique du Congo, avant de se faire soigner, il faudra avoir de l'argent. Vous vous présentez dans des urgences, mais avant qu'on y touche à votre malade, il faudrait d'abord payer des factures et des factures. Sinon, la personne risque même de mourir sans pour autant avoir été consultée par un médecin. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une triste réalité, parce que dans d'autres pays, les soins médicaux sont subventionnés par l'État. Lorsque vous vous présentez à l'hôpital, vous êtes pris en charge, vous êtes consulté, vous n'avez pas déboursé de l'argent. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Il arrive des fois, au cours d'une garde, vous recevez une dame qui vient pour accoucher, elle n'a rien. Elle n'a absolument rien, elle n'a pas d'argent. Ok, vous faites la consultation, vous faites l'échographie, peut-être il faut faire une césarienne, vous prenez le kit de césarienne, vous opérez la dame et vous donnez tous les médicaments. Et puis la malade, elle s'évade. Et c'est vous, le médecin, on va vous déduire l'argent sur votre salaire. Et vous n'êtes pas venu faire du bénévolat parce que vous avez aussi une famille à nourrir. Le médecin, c'est un prestataire de services intellectuels. C'est-à-dire ce n'est pas comme un commerçant qui dispose d'une 50aine de casiers de bière qu'il vend. Non, il met son intelligence au service de la population et en contrepartie, il faut qu'il y ait une rémunération. Mais maintenant, quand il doit le faire de façon gratuite en permanente, comment est-ce qu'il va vivre? Et ce médecin-là, qui sera sanctionné peut-être sur son salaire parce qu'il a mis les médicaments de l'hôpital à la disposition du patient, est-ce qu'il va encore le faire? C'est toutes ces questions. Donc, quelque part, je crois qu'il faudrait que la population aussi puisse voir des deux côtés. Vous venez à l'hôpital, il faut payer. Il faut payer. Tant que c'est ça le système, vous devez payer parce que l'autre aussi doit vivre. Parce que l'autre ne doit pas faire les frais à votre place. Parce que si aujourd'hui vous prenez des médicaments de 50 000 francs ou bien de 100 000 francs et que le malade ne paye pas,
le médecin, le comité directeur va vous écrire une lettre de demande d'explication et puis on va déduire cet argent de votre salaire. Ce sont des choses qu'on voit. Est-ce que vous pensez que les médecins congolais peuvent faire mieux dans leur façon de traiter les patients, dans leur façon même l'accueil dans nos hôpitaux? Ça pose problème. Est-ce que vous pensez que les médecins congolais peuvent quand même améliorer leurs prestations dans les hôpitaux? Bon, moi, je pense par rapport au contexte actuel, les médecins congolais font des miracles parce qu'on a des collègues qui viennent des États-Unis, de l'Europe, d'Angleterre, et lorsqu'on fait le tour des hôpitaux, eux, ils ne pourront pas travailler dans les conditions dans lesquelles nous travaillons. C'est-à-dire le médecin congolais, c'est comme un pilote dans un avion, mais il n'a pas de radar, donc il pilote à vue. Il est arrivé que quand il n'y a pas de courant et que quelqu'un opère avec une torche, c'est quand même extraordinaire. L'autre médecin qui est à l'étranger, qui a tout ce qu'il faut pour opérer, il a une sonde guidée, il a une vidéoscopie, il voit tout ce qu'il fait. Mais le médecin congolais est obligé de travailler avec les moyens de bord. Et je suis convaincu que si aujourd'hui, ce n'est même pas une question d'argent, c'est une question d'organisation, que le ministère de la Santé s'organisait pour mettre en place un cadre pour permettre aux médecins congolais de bien faire leur travail, ils feront mieux. Docteur, qu'est-ce que vous diriez de la médecine chinoise, malaisienne et tout ce qu'on voit ici à Kinshasa? Ce sont des personnes qui disent autre chose de la médecine de notre pays parce qu'ils veulent peut-être vendre leurs services. Qu'est-ce que vous diriez de ces personnes-là? Je dirais d'abord la médecine que nous étudions ici au Congo, ce n'est pas les Congolais qui l'ont inventée, c'est la même médecine qu'on étudie partout. En Belgique, en France, aux États-Unis, peut-être, eux, ils sont à des niveaux beaucoup plus poussés, mais la physiologie, la sémiologie que nous étudions, c'est pour cela même, lorsque nous devons partir dans d'autres pays pour prester, vous devez passer certains tests pour qu'on puisse évaluer votre compétence, pour pouvoir travailler, pour toucher les fils et les filles de ce pays. Et je crois que normalement, c'est ça que notre gouvernement aussi devrait faire, avoir la même rigueur. C'est-à-dire ne peut pas toucher un Congolais, toute personne qui se déclare médecin dans son pays. On doit s'assurer qu'effectivement, cette personne a les compétences nécessaires pour améliorer la qualité de vie des Congolais. Alors, ce que moi, ça n'engage que moi. Je suis très surpris quand je vois des personnes qui font des promotions des produits qui guérissent toutes les maladies, par exemple. Ça, c'est impossible. Ce n'est pas possible. Donc, quelque part, nous ne pouvons pas prétendre que nous avions on est omniscient, que les médecins connaissent tout. Mais lorsque, par exemple, d'autres communautés étrangères viennent avec des pratiques, il faut que notre gouvernement s'assure qu'effectivement, de façon universelle, que c'est démontré que telle pratique améliore la qualité de vie des Congolais. Mais lorsqu'on ne le fait pas, c'est là qu'il y a un problème. Parce que nous voyons avec tout ce qui est oligo-éléments, tout ce qui est... bon, je ne citerai pas des marques pour ne pas discréditer d'autres, mais tous ces produits de médecine parallèle, très souvent, qu'est-ce qu'on constate? Il y a beaucoup de gens qui viennent avec des problèmes d'insuffisance rénale au niveau des différentes formations médicales. Il y a beaucoup de complications. Mais comment expliquer que de telles personnes aient eu accès à nos populations? Comment expliquer qu'il y ait des gens qui disent qu'ils ont des médicaments qui soignent le sida? Bon, on veut bien. Si ça soigne le sida, il faut qu'on présente ça. Parce que c'est ça la science. Il faut qu'on présente ça. Il faut que d'autres personnes aussi puissent faire les mêmes choses et aboutir aux mêmes résultats. Mais pourquoi est-ce que c'est accepté dans notre pays? Ça, je ne sais pas. Docteur, par rapport à la prise en charge des malades, quel est l'apport des infirmiers et des paramédicaux dans la qualité de soins dispensés à Kinshasa? Je pense que les infirmiers apportent beaucoup. Les infirmiers, c'est eux qui sont au chevet des malades. Certains disent qu'ils travaillent plus que les médecins. Non, mais maintenant, c'est-à-dire, je crois qu'il y a une équitabilité. C'est comme dans le règne animal. C'est-à-dire, il y a les lions, il y a le lion qui assure la protection du territoire et les lions font la chasse. Mais quand elles font la chasse, le lion prend la part du lion parce que s'il doit être fort, il doit être en forme pour défendre le territoire et reproduire et perpétuer le clan. Donc, au niveau de formation médicale, un médecin, c'est vrai, il fait la consultation, c'est lui le concepteur des soins, c'est lui qui détermine le schéma thérapeutique. Voilà, vous allez mettre le Sifin, vous allez mettre la quinine en perfusion, glucosée, pendant 3 schémas, espacés de 8 heures pendant 3 jours, et puis relais, c'est le médecin qui détermine le schéma. Les infirmiers, ce sont des assistants, c'est-à-dire qui exécutent, qui s'assurent qu'effectivement c'est donné. Et ils jouent un très grand rôle parce que s'ils ne font pas leur travail convenablement, le traitement ne va pas réussir. Tout comme les autres personnels du laboratoire. Le laboratoire, c'est eux qui permettent aux médecins de poser le diagnostic. Donc je crois que c'est un travail en équipe et personne, à mon avis, n'est au-dessus de l'autre. Mais chacun joue son rôle
là où il est chacun est important dans la guérison du patient. Parlons un peu du budget alloué au secteur de la santé en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour pouvoir arriver à des résultats escomptés dans notre pays? Bon, pour pouvoir dire que c'est suffisant, il faudrait d'abord que nous sachions si le gouvernement, le ministère de la Santé détermine les besoins en matière de santé de la population. C'est sur base de ça qu'on peut déterminer, voilà, un budget annuel. Voici ce qu'il faut, je ne sais pas s'il faut réhabiliter des hôpitaux, s'il faut construire, s'il faut recruter encore des médecins, des infirmiers, s'il faut avoir une pharmacie centrale. Bref, il y a d'abord un état de besoin qui est établi et puis budgétisé. Et puis, lorsque je crois que c'est au niveau du Parlement, ils voient quel est ce budget et puis ils déterminent. Donc c'est toujours par rapport à quelque chose. Alors dans notre cas d'espèce, est-ce que la population, ou bien même est-ce que les experts ou bien les spécialistes en matière de santé publique, tout le monde a l'information pour pouvoir émettre une opinion, pour dire que voilà, si c'est, je ne sais pas moi, 5 millions, 10 millions, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est insuffisant? C'est très difficile de le dire. Il faut des éléments vraiment objectifs pour pouvoir donner un point de vue par rapport à cela. Sans pour autant faire votre publicité, docteur Aimé, vous aviez fait la santé publique à Londres, mais vous êtes revenu travailler ici en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il manque quelque chose aux autres collègues ou aux autres compatriotes qui sont en dehors du pays pour de revenir et venir prester ici dans notre pays? Bon, je crois que c'est une question de choix personnel. C'est-à-dire, lorsque moi je suis rentré parce que en Angleterre, je ne voyais pas qu'est-ce que j'allais faire. Et je me suis dit que les compétences que j'ai acquises seront plus utiles ici au pays et en Afrique en général. Donc, c'est pour cela que moi, je suis rentré. J'avais une vision claire de ce que je voulais faire. Les autres qui restent, c'est par rapport aussi à leurs ambitions et puis la qualité de vie qu'ils veulent s'offrir. Donc, je crois que ça, ce sont des questions de choix personnels. C'est comme les médecins, les confrères qui sont en Afrique du Sud. Bon, ils sont là-bas parce qu'ils ont fait ce choix-là d'être là-bas. Ceux qui restent ici ont aussi fait ce choix avec tout ce que cela implique. Il faudrait gérer. Docteur Aimé Lokulutu, nous sommes en train de finir cette émission, mais avant que vous puissiez quitter ce plateau, est-ce que vous avez un petit message à donner à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre en ce moment? Le message que je pourrais donner, c'est que je pourrais peut-être dire d'abord au patient. C'est-à-dire le patient doit être conscient qu'il a des droits, c'est-à-dire puisque beaucoup de gens se plaignent toujours de la qualité des soins qu'il y a ici, le patient a des droits. Il a le droit de poser au médecin quel est mon problème, pourquoi vous me prescrivez tel médicament. Il a le droit, le médecin n'est pas un Dieu tout-puissant, non, le médecin a l'obligation de répondre au patient. Mais ici, les patients défient le médecin. Ah non, on ne peut pas lui poser des questions, le médecin dit non. Dans d'autres pays, c'est un échange. Et par rapport aux confrères, bon, je ne veux pas donner de leçons, je crois que chacun d'entre nous a appris ce que c'est la déontologie médicale, donc chacun doit essayer là où il est de respecter, de travailler d'une façon consciencieuse et professionnelle pour le bien-être de notre population. Merci, Dr Aimé Lokulutu, pour votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes spécialiste en santé publique de l'Université de Londres et puis directeur national de l'ONG Action Médecins Conseil, c'est ça. Oui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Vous vous posez certainement la question de savoir comment garder sa santé en forme. Restez avec nous dans 1001 questions santé. Conseil pour rester en bonne santé. On ne le dira jamais assez, pour rester en bonne santé, optez pour une alimentation équilibrée et indispensable. Un régime alimentaire varié et sain joue un rôle important dans la prévention des maladies cardiovasculaires, des cancers ou encore de l'obésité. Il n'est pas nécessaire de se priver pour autant, bien au contraire, il suffit de manger plus de fruits, de légumes, de laitage et des féculents et de limiter l'apport en graisse, en sucre et en alcool. Et voilà, c'est la fin de ce numéro de Check-up. On se retrouve très prochainement.